À l'un des aspects les plus connus et débattus de toute la question lunaire, les photos des missions Apollo. Pour les analyser en détail, nous nous sommes appuyés sur l'expérience de plusieurs photographes de renommée mondiale qui ont travaillé pour les revues les plus prestigieuses du monde. Ce sont tous des photographes qui exerçaient déjà leur profession dans les années 70 et qui utilisaient quotidiennement les mêmes appareils photo et les mêmes pellicules que ceux utilisés par la NASA pour les missions Apollo. Nous vous les présentons brièvement. Tony Thorimbert, reporter, portraitiste, photographe de mode bien connu. À partir des années 70, il a travaillé pour les revues les plus prestigieuses en Italie et dans le monde. Thorimbert a aussi signé plusieurs livres de photos et a fondé une photo factory où il tient régulièrement des séminaires sur les techniques photographiques. Ses œuvres ont été montrées dans plusieurs expositions photos dans le monde, parmi lesquelles la Biennale de Venise et la Triennale de Milan. Aldo Falai, photographe de mode connu avec plus de 40 ans de carrière internationale. À partir des années 80, il fut le photographe officiel de Giorgio Armani. Avec son style sobre et raffiné, Falai a contribué à définir l'image de la mode qui a caractérisé pendant plusieurs décennies la ligne Armani dans le monde entier. Falai a publié plusieurs livres de photos et ses clichés ont fait l'objet de nombreuses expositions qui lui ont été consacrées. Oliviero Toscani, photographe de mode connu dans le monde entier. À partir des années 70, il a littéralement révolutionné l'image de la mode avec son style anticonformiste. En plus d'avoir travaillé toute sa vie pour les plus grandes revues du monde, Toscani a signé quelques-unes des campagnes publicitaires les plus débattues et révolutionnaires de leur époque, comme celles de Benetton, de Fiorucci et de Jesus Jean. Peter Lindbergh. Au sommet depuis plus de 40 ans, Lindbergh a commencé à être connu dans les années 80 pour avoir découvert et lancé sur la scène mondiale celle que l'on a appelée les supermodèles, l'équipe composée de Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Tatiana Pattis, Kate Moss, Christy Turlington, qui ont dominé la scène de la mode internationale dans la dernière décennie du XXe siècle. Lindbergh est le seul parmi les professionnels de la photo à avoir été appelé pas moins de 3 fois pour réaliser le prestigieux calendrier Pirelli en 1996, en 2002 et en 2017. Photographe préféré de nombreuses stars du cinéma, de Charlotte Rampling à Penelope Cruz, de Uma Thurman à Nicole Kidman, Lindbergh est aujourd'hui considéré tout simplement comme l'un des plus grands photographes au monde encore vivant. L'auteur de ce film, Massimo Mazzucco, a également travaillé plus de 20 ans comme photographe de mode, collaborant avec d'importantes revues en Italie, aux USA, en Allemagne ou encore en Australie. Mais avant d'affronter en détail les photos lunaires, il nous semble utile de nous débarrasser de certains faux arguments utilisés encore aujourd'hui pour essayer de prouver que l'homme n'a pas marché sur la Lune. L'une des erreurs les plus courantes parmi ceux qui contestent les photos lunaires est d'affirmer que les images des missions Apollo sont fausses parce que dans le ciel, on ne voit pas d'étoiles. Il est au contraire tout à fait normal qu'on ne les voit pas, dans tous les cas, que les photos aient été prises sur la Lune ou qu'elles aient été réalisées sur Terre en studio. Les diaphragmes et les temps d'exposition avec lesquels les astronautes ont pris ces photos étaient écrits directement au dos de leur appareil photo. Un diaphragme entre 8 et 11 pour une illumination en plein soleil, temps d'exposition 1/250e de seconde. Tous ceux qui ont pris des photos de nuit avec les anciens appareils photo à pellicule savent bien qu'à 1/250e, il est impossible de capturer la lumière des étoiles. Si l'on veut voir les étoiles, il faut allonger le temps d'exposition d'au moins 1 seconde, voire 2 ou même 4 secondes. Quando leggevo, dice ma non ci sono le stelle, dicevo ma questo non ha mai fatto le foto, le stelle non si vedrebbero mai, perché sono in confronto alla zona che si fotografa, sono molto meno luminose, quindi il cielo risulterebbe sicuramente un nero profondo. Il est donc normal qu'on ne voit pas les étoiles sur les photos des missions Apollo, qu'elles aient été prises sur Terre ou bien sur la Lune. Un autre argument fallacieux, souvent utilisé pour dire que les photos sont des faux, est celui concernant ce qu'on appelle les fiducials, ces fines croix de référence qui apparaissent sur toutes les photos prises sur la Lune. Il existe des cas, soutiennent certains, où la croix semble disparaître derrière l'objet photographié. Puisque les croix sont gravées sur une vitre placée devant la pellicule, elles devraient toujours être visibles, et leur absence, d'après certains, serait une preuve de la manipulation des photos lunaires.
En réalité, si l'on observe les originaux en haute définition de la NASA, on voit que les croix sont toujours là. Dans certains cas, leur contour est effacé par l'effet de contre-jour des objets plus clairs sur le fond, mais la croix ne disparaît jamais entièrement de l'image. Ni l'absence d'étoiles dans le ciel, ni l'apparente disparition des croix de référence ne peuvent être considérées comme des preuves de la falsification des photos lunaires. Venons-en maintenant au véritable problème posé par les photos lunaires. Tout d'abord, on peut se demander si les pellicules qui contiennent les photos de la Lune ont réellement été sur la Lune. Sur ces pellicules, en fait, il manque les signes qui devraient être ceux des dégâts causés par la radioactivité présente dans l'espace cosmique. L'espace cosmique, au-delà des ceintures de Van Allen, est traversé de radiations de toutes sortes. Il y a les éruptions solaires qui éjectent des particules alpha, des protons et des électrons à 2000 km/s. Et puis, il y a les rayons ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma et les rayonnements cosmiques qui proviennent du cœur de notre galaxie et qui sont les plus dangereux et pénétrants de tous. Comme l'explique ce documentaire sur les rayons cosmiques, le fait que ces particules soient quasi inarrêtables est dû à leur vitesse extrêmement élevée. The key to cosmic rays' transformational energy is speed. So even if it has really tiny mass, like most cosmic rays, they've got enormous velocity. So their kinetic energy can be really, really large. These charged particles could hurtle right through a spaceship and penetrate astronauts like tiny ballistic missiles. Naturellement, si les rayons cosmiques peuvent pénétrer les vaisseaux, ils peuvent également pénétrer les appareils photo. Et toutes les radiations, comme on le sait, abîment considérablement les pellicules photo. C'est Douglas Arnold qui nous l'explique. Il a travaillé pour Kodak au temps des missions Apollo. You have an enormous amount of radiation in space, and potentially it affects film, of course, and of course, as you will well know, its prime effect is on contrast. Un exemple extrême nous vient des photos de Tchernobyl. C'est Igor Koskin qui nous le raconte, un photographe soviétique qui a pris certaines des photos les plus connues du désastre nucléaire de 86. I processed my pictures and I noticed the negatives were black. Les effets de la radioactivité sont clairement visibles sur la pellicule. Il y a une granulation dans l'émulsion photographique et les couleurs sont fortement altérées. Mais même des radiations moins fortes peuvent endommager sérieusement les pellicules photos. Ce bulletin technique de chez Kodak montre les dégâts causés à des pellicules par un simple passage aux rayons X des scanners des aéroports. À gauche, un cliché original, et à droite, la même pellicule après avoir été exposée une fois seulement au scanner. Après 5 passages, la pellicule est complètement altérée et on a du mal à distinguer l'image. C'est un problème que les photographes professionnels ne connaissent que trop bien. Te prova a passare una pellicola ai raggi X di un aeroporto, pigli e butti via il lavoro. Infatti quando si andava a fare viaggi ci aveva la valigetta a parte oppure schermata col piombo. Voici un autre exemple avec une pellicule de 400 ASA. La différence après un seul passage est évidente. Les contrastes et la saturation des couleurs disparaissent et une espèce de brouillard général recouvre toute la surface de l'image. Même avec des sensibilités plus proches de celles utilisées par les astronautes d'Apollo, les dégâts causés par un seul passage sous un scanner sont visibles. La granulation est présente partout et devient particulièrement visible dans les zones les plus sombres de l'image. Voici un autre exemple, à 200 ASA. Un seul passage au scanner a complètement abîmé la zone d'ombre du ciel nocturne. Sur les photos des missions Apollo, à l'inverse, les ciels sont parfaitement noirs. La saturation des couleurs est intacte et il n'y a aucune granulation nulle part sur les photos. Et il faut prendre en compte le fait que les photographies lunaires ont été exposées aux rayons cosmiques qui sont bien plus puissants et pénétrants que de simples rayons X. Dans ce film des années 60, on nous montre comment les radiations cosmiques laissent des traces bien visibles sur les pellicules photos. Well, we don't get a picture in the conventional sense, but the charged particles do leave identifying tracks behind. Here's an exposure which was made on a balloon flight. It shows a primary cosmic ray particle hitting a nucleus in the film emulsion. Also, you see an enlarged photograph of one of these emulsion plates. Il faut garder à l'esprit que cette expérience est faite avec un ballon aérostatique et que nous sommes donc en dessous des ceintures de Van Allen.
à une altitude où une petite partie seulement des rayons cosmiques parvient à pénétrer. Sur la Lune, au contraire, la protection de la magnétosphère n'existe pas, et la quantité de rayons cosmiques pouvant affecter les pellicules autant que les êtres humains est bien supérieure. Le docteur David Groves, expert en analyse photographique, nous l'explique. We're protected on Earth by a nice thick atmosphere, and that combined with the magnetic field keep these ionizing particles away from us, on film of course. In space, you're not offered that protection. De fait, grâce aux sondes qui ont exploré la Lune dans les dernières décennies, nous sommes en mesure de quantifier avec une certaine précision le flux de particules radioactives présentes dans l'espace. Dans ce document publié par la NASA, on peut lire « Le flux de rayons cosmiques annuel sur la superficie lunaire durant le minimum d'activité solaire comporte une quantité de particules qui se traduit par environ 4,5 particules par seconde et par centimètre carré. » Ce document, également publié par le National Council on Radiation Protection, propose un chiffre similaire. 4 particules par centimètre carré chaque seconde pendant le minimum d'activité solaire. Ce flux peut se réduire de presque 4 fois pendant les pics d'activité solaire. Sur la Lune, nous avons donc un flux moyen qui peut varier entre 1 et 4 particules radioactives par seconde et par centimètre carré. Une véritable pluie de rayons cosmiques, en somme, capable de traverser n'importe quel objet qui se trouve sur leur route. En évaluant la durée pendant laquelle les appareils photo sont restés à la surface de la Lune, sans aucune protection contre les radiations, jusqu'à 8 heures d'affilée, chaque rouleau de pellicule aurait dû recevoir des dizaines de milliers d'impacts de rayons cosmiques et subir leurs dégâts de façon bien visible. Au lieu de cela, les images prises par les astronautes sur la Lune ne montrent aucune trace de dégâts causés par la radioactivité. Les couleurs sont parfaites, les contrastes impeccables et il n'y a aucun signe de granulation dans l'émulsion. Ce fait apparemment inexplicable nous est commenté par Douglas Arnold et David Groves. If you look at the results, top quality duplicates, you can see that there appears to be no effect whatsoever. I would expect to see on the transparencies evidence of small bright dots where a high-velocity nuclear particle had impinged on that film. I have no evidence whatsoever that this has occurred. Mais comment cela est-il possible? Au fond, c'est la NASA elle-même dans ce document du projet Skylab qui écrit « Le milieu radioactif rencontré lors des missions orbitales a été étudié à fond. Les résultats indiquent que la radioactivité ambiante peut sérieusement endommager les pellicules non protégées. » Et plus loin, le niveau d'énergie des rayons cosmiques intergalactiques est si élevé qu'il n'existe aucune méthode pratique pour se protéger des dégâts dus aux radiations cosmiques. Ce facteur de dégradation doit être accepté, et même s'il est significatif, il ne devrait pas être inacceptable pour des périodes brèves d'exposition avec des pellicules de sensibilité relativement basse. Donc, étant donné que, d'après la NASA, il n'existe aucune méthode pratique pour se protéger des dégâts dus aux radiations cosmiques et que ce facteur de dégradation doit être accepté, où peut-on voir des dégâts significatifs mais acceptables qui auraient dû affecter les pellicules des photos? Étant donné que ceci est le résultat de l'impact des rayons cosmiques sur une pellicule à l'intérieur de la magnétosphère où les radiations sont atténuées par rapport à l'espace ouvert, pourquoi sur les photos lunaires ne voit-on aucun dommage créé par ces radiations? Étant donné que ceci est le résultat d'un simple passage sous un scanner à rayon X, pouvez-vous expliquer pourquoi sur les pellicules photos des missions Apollo qui sont restées exposées jusqu'à 8 heures aux radiations, on ne distingue aucun signe visible de granulation? Vu que chaque seconde, la surface lunaire est frappée en moyenne par 1 à 4 particules par centimètre carré, et que les appareils photos sont restés sur la surface lunaire jusqu'à 8 heures consécutives sans aucune protection. Pouvez-vous expliquer pourquoi il n'y a aucun signe de dégradation sur ces pellicules? Une autre question à se poser est comment les appareils photos auraient pu fonctionner sur la Lune du fait des températures extrêmes, surtout le froid, que l'on rencontre à la surface de notre satellite? En réalité, sur la Lune, étant donné qu'il n'y a pas d'atmosphère pour atténuer la transition entre soleil et ombre, on peut passer rapidement d'une température de plus 100 degrés dans les zones illuminées par le soleil à une température de moins 100 degrés dans les zones d'ombre. In space, you're facing the sun, it's 240 degrees. The dark side is 240 degrees below zero. The environmental hazards were really tough, like thermal control. I mean, you get in the shadow on the moon and it can drop
hundreds of degrees below zero. Mais comment un appareil photo, dont les délicats mécanismes d'entraînement sont sujets à la dilatation et à la contraction thermique, peut-il continuer à fonctionner dans des conditions aussi extrêmes? Prenons l'exemple de la descente de Neil Armstrong sur la surface lunaire. Entre le moment où la cabine est dépressurisée et la porte ouverte, et celui où Armstrong touche la surface lunaire, il se passe environ 30 minutes. L'intégralité de la descente de l'astronaute se déroule dans le cône d'ombre du LEM, et donc à une température avoisinant les 100 degrés en dessous de zéro. Une fois qu'Armstrong a foulé la surface lunaire, son compagnon lui passe d'en haut l'appareil photo. Armstrong le fixe sur son buste, avant de faire quelques pas en arrière et de prendre une première série de photos, tout en restant en permanence dans l'ombre du LEM. Voici la vue panoramique complète réalisée en restant toujours dans le cône d'ombre du module lunaire. Mais comment un appareil photo peut-il continuer à fonctionner dans un environnement proche de 100 degrés en dessous de zéro? Nous savons que les appareils photo se bloquent déjà à une température beaucoup moins extrême à cause du phénomène de la contraction thermique qui se produit sur ces délicats mécanismes internes d'entraînement. Gli ingranaggi meccanici della macchina a 100 gradi sotto si bloccano perché il metallo si restringe e il metallo si dilata. Quindi le macchine fotografiche sono fatte a ingranaggi meccanici. Io non sono mai stato a 100 gradi sopra e 100 gradi sotto, però sono stato a 40 gradi sotto in Manciuria e mi si bloccava la macchina. Quando andavo in montagna mi toccava mettere tutti i materassini addosso, perché sennò non funzionava, non funzionava proprio la meccanica, perché i metalli si modificano col calore, la dimensione anche, sono millimetri. Decimi di millimètre, però per una macchina complessa, una macchina fotografica. Dans cette vidéo promotionnelle d'Audi, qui projette d'envoyer une sonde automatique sur la Lune, il est bien expliqué comment, après seulement 10 minutes passées dans une zone d'ombre, les pièces mécaniques du véhicule lunaire risquent de se bloquer. Another danger to look out for, shadows, which could instantly damage the rover. That's because of the moon's extreme changes in temperatures and lack of atmosphere. The rover is made from different materials, all of which expand and contract when their temperature changes. If the rover were to drive into a shadow, it could cool down to 50% of its normal temperature in under 10 minutes. This could lead to parts contracting too fast and ultimately render the rover immobile. Du fait de l'absence d'atmosphère sur la Lune, la dispersion de chaleur se produit à travers le phénomène de l'irradiation. Et nous savons que l'appareil photo d'Armstrong est resté à 100 degrés en dessous de zéro pendant environ 30 minutes. Cette communication par radio nous confirme que 35 minutes sont passées depuis que la cabine a été dépressurisée et que la trousse de survie des astronautes, appelée PLSS, a été activée. Ce graphique également, qui retrace la chronologie des opérations menées sur la surface lunaire, montre qu'environ 30 minutes se sont écoulées entre la dépressurisation et le moment où Armstrong prend possession de l'appareil photo. L'appareil photo a donc eu tout le temps nécessaire pour irradier et disperser autour de lui une bonne partie de la chaleur accumulée pendant son séjour dans la cabine pressurisée. Comment un appareil photo peut-il continuer à fonctionner après être resté plus d'une demi-heure dans un environnement à 100 degrés en dessous de zéro, sans subir les conséquences de la contraction thermique de ces mécanismes d'entraînement? Question. Si les techniciens de Audi craignaient le blocage complet des pièces mécaniques de la sonde après seulement 10 minutes passées dans l'ombre lunaire, comment un appareil photo peut-il continuer à fonctionner après être resté dans l'ombre plus d'une demi-heure, alors que ces mécanismes sont bien plus précis et délicats que ceux d'un véhicule lunaire? Un autre problème lié au froid est qu'à des températures aussi basses, la pellicule perd toute sa souplesse et devient rigide au point de pouvoir se briser lors de son entraînement. Même si elle se trouve dans le vide, en fait, la pellicule touche le corps de l'appareil tout le long de son parcours. Par conséquent, si l'appareil photo irradie et perd progressivement sa chaleur, la température de la pellicule descend elle aussi à la même vitesse. Et nous savons que les pellicules photo, en dessous d'une certaine température, deviennent fragiles comme du verre. Il problema è che la pellicola a meno 80 diventa cristallo, si rompe. Nel momento in cui carichi si spezza. Quindi non puoi avanzarla? Molto improbabile, cioè è stato sempre uno dei grossi problemi di lavorare all'estremo freddo, è che la pellicola diventa vetro.
Il freddo è micidiale. Io mi ricordo in Russia a meno 26 si combatteva che non si spezzasse la pellicola ed era meno 26. E la pellicola a meno 40 cosa succede? E la pellicola teoricamente non dovrebbe funzionare, però se ha funzionato si è stati fortunati. Venons-en maintenant à des problèmes spécifiques qui concernent le type d'éclairage utilisé pour les photos lunaires. Il existe en fait plusieurs indices suggérant que pour éclairer le décor, une source artificielle de lumière a été utilisée et non le Soleil, et que par conséquent, nous sommes sur Terre et non sur la Lune. Le premier de ces indices est ce que l'on appelle les points chauds ou hotspots. Le Soleil est une gigantesque et puissante source de lumière, capable d'éclairer avec ses rayons des planètes tout entières. Pour cette raison, quand le Soleil éclaire une vaste zone plane, la lumière parvient avec la même intensité sur l'ensemble des points visibles. Que l'on regarde une zone proche ou au contraire une zone lointaine, la luminosité du sol est pratiquement la même partout. Cela est dû au fait que le Soleil est des milliers de fois plus grand que la Terre et qu'il n'a aucun mal à éclairer n'importe quelle partie de la surface terrestre. Si à l'inverse, on utilise une source de lumière artificielle, par exemple un projecteur de cinéma, la zone éclairée sera beaucoup plus réduite. Au centre de la zone éclairée, on verra en outre se former ce qu'en photographie nous appelons un hotspot ou point chaud. Tandis que plus on s'éloigne du centre, on peut constater visuellement une baisse de la lumière, appelée aussi fall off. Maintenant, si l'on prend certaines photos des missions Apollo, on remarque que le même phénomène constaté sur les photos prises avec de la lumière artificielle est bien présent. Un point chaud, bien visible au centre de l'image, et une tout aussi visible baisse d'intensité lumineuse à mesure qu'on s'éloigne de la zone éclairée. Il n'y a aucune raison pour que cette région-là apparaisse plus sombre que celle-ci. Celle-là plus sombre que celle-ci, ou encore celle-là plus sombre que celle-ci. Comme nous l'avons vu, en fait, quand le Soleil éclaire une vaste zone de terrain, la lumière parvient avec la même intensité sur l'ensemble des points visibles. Si à l'inverse, pour l'éclairage, nous utilisons une lumière artificielle, voilà que la zone illuminée devient plus claire au centre et plus sombre à mesure qu'on s'en éloigne. Un cas évident de point chaud est présent sur l'une des photos les plus connues de la NASA, celle de Buzz Aldrin réalisée par Neil Armstrong lors de la mission Apollo 11. Ici, la différence d'illumination du terrain se voit à l'œil nu, mais en augmentant le contraste, cela devient parfaitement évident. Nous avons demandé son avis sur cette photo à Jan Lundberg, le responsable de la société Hasselblad qui a fourni à la NASA les appareils photo pour les missions Apollo. Quand nous lui avons montré la photo d'Aldrin, il a dû reconnaître un peu embarrassé que l'image semblait avoir été prise avec un projecteur de cinéma, et il n'a pas su fournir d'explication alternative. Yes, it seems like he's standing in the spotlight, and I can't explain that. That escapes me. Why? So maybe you have to find Armstrong and ask him. D'autres photographes professionnels sont également surpris de ces différences de lumière tout à fait inexplicables. È chiaro che qua c'è una caduta di luce strana. Il sole arriva così, ma è strano che qui sia più buio che lassù, sembra un riflettore messo non centrato bene. Anche qui che è strano perché sta sorgente luminosa. Sembra ci sia una lampada con attorno un riflettore, tipico delle lampade da studio. La scurezza della parte scura di qua, della parte in ombra qua,
è superiore alla parte in ombra qua. E non dovrebbe essere. E non dovrebbe essere uguale. Qui effettivamente ci si domanda cos'è che crea questa fascia di ombra, perché in teoria è un deserto e quindi... Sì, anche qui no, perché è più scuro qui, cioè sembra come che non c'è motivo che queste colline sia, perché il sole è a milioni di chilometri, cioè, sì, potrebbe essere lo scuro dovuto, diciamo, al fatto che il sole sta tramontando, è radente, ma radente fa delle ombre semmai più lunghe, ma non questo tipo di ombra. Se fossimo in una sala di posa o se avessimo puntato un grande faro in questa scena, per quanto grande sia il faro non può mai avere una luminanza come quella naturale del sole e quindi per forza si creano delle cadute di luce. In studio hanno molto senso, in effetti diciamo in studio questo è giustificabilissimo, però qui non ha molto senso, dovrebbe essere piattamente, uniformemente illuminato dal sole. Sì, e le cadute qua sono pazzesche. Very funny. That is totally spotlight. But it's totally spotlit. No? It's not like at all a big light coming over there. Yeah, that is funny. Yeah, that is like totally lit. It's absolutely true. And I know these pictures, I've never thought about it. Almeno è più scuro il terreno di lontananza. Sì. E non si capisce perché. Non si capisce perché. Il sole dovrebbe illuminare il terreno. Tutto da tutte le parti, è all'infinito la luce praticamente, no? E sono illuminate queste cose qui, il terreno dovrebbe essere come qui. Solito discorso. Dà la sensazione di uno spot. Qui, sì. Proprio un sirio, ecco. Un grande sirio. Un sirio, pour ceux qui ne sont pas du métier, est un gros et puissant projecteur de cinéma. Et curieusement, dans un documentaire sur les missions lunaires, il a été réalisé une image très similaire en utilisant un projecteur de cinéma. Et comme on peut le voir, le résultat est très proche de celui de la photo originale d'Aldrin. D'après Paolo Attivissimo, il y aurait pourtant une explication tout à fait différente à la chute de luminosité dans le fond. C'est le moteur du LEM qui, en éjectant au loin la poussière pendant l'alunissage, aurait fait émerger au premier plan une couche de sable plus claire que la normale. Non è l'orizzonte del terreno lontano a essere più scuro, è quello il suo colore naturale, è la parte in primo piano che è stata pulita dal getto e quindi ha portato in superficie o ha esposto del materiale più chiaro. Mais l'hypothèse d'Attivissimo ne tient pas, et ce pour au moins deux raisons. La première est que le phénomène des points chauds se produit au cours de missions et de situations différentes, certaines d'entre elles se passant bien loin du LEM et des lieux d'alunissage. Il n'est guère probable que le LEM soit passé nettoyer le terrain avec soin dans toutes ces zones avant de se poser sur le sol lunaire. La seconde raison est que la NASA elle-même a démenti le fait que le sable sous-jacent sur la Lune soit plus clair qu'en surface. Et c'est même, d'après eux, exactement le contraire. Dans un rapport sur les missions Surveyor, publié en 1969, la NASA écrit « L'observation de l'échantillon de surface lunaire remué par l'atterrissage et le décollage de la sonde Surveyor 6 montre que le terrain lunaire, même à une profondeur de seulement quelques millimètres, a un facteur moyen de luminance significativement plus bas que la surface qui n'a pas été dérangée. » En d'autres termes, le sable déplacé par le souffle du LEM devrait être au pire plus sombre que celui resté intact, mais certainement pas plus clair comme l'affirme Attivissimo. Une autre hypothèse suggérée par les débunkers pour expliquer la luminosité irrégulière du terrain consiste à attribuer la baisse de luminosité à ce que l'on appelle le vignettage, c'est-à-dire le phénomène qui se produit sur certaines photos où les angles apparaissent plus sombres que le reste de l'image. Mais le problème du vignettage est un défaut qui se produit avec les objectifs à bas coût, et certainement pas avec les lentilles Zeiss montées par Hasselblad, qui sont tout simplement les meilleures au monde. Alcuni hanno suggerito che sia un problema di vignettatura, secondo te può esserlo? No, se l'Hasselblad la vignettatura scherziamo, non la fa. Quindi, fosse una macchinetta da addolire, sì. De plus, sur certaines photos, on voit bien que la différence entre le point chaud et le fall-off se produit au centre de l'image,
comme c'est le cas pour cette image reflétée dans la visière de l'astronaute. Et puisque le phénomène du vignettage ne se produit jamais au centre de l'image, nous pouvons affirmer avec certitude que nous sommes devant un phénomène bien réel qui est advenu sur le terrain et non à cause d'un défaut de vignettage. Stranamente, il sole viene da questa parte e qua è più luminoso, come se arrivasse a illuminare questa zona e meno questa. This is supposed to come from the sun. Yes, the sun behind. This is the photographer. Ridiculous thing, because then absolutely no reason that it's darker here. It's when you have a spot which is not strong enough. Right. Come here, really. Yeah. Voici un autre exemple similaire dans lequel le problème de l'illumination se manifeste de façon évidente. Si nous regardons de chaque côté de l'astronaute qui prend la photo, nous voyons que sur la gauche, le terrain est fortement éclairé, alors que sur la droite, l'illumination est beaucoup moins importante. Si la scène était vraiment illuminée par le soleil, cette zone de terrain devrait être exactement comme celle-là. Enfin, comme explication possible, certains ont également suggéré le phénomène appelé Heiligenschein, un halo lumineux qui se forme autour de l'ombre du photographe dans certaines conditions particulières du terrain. Mais l'effet Heiligenschein se produit seulement quand le soleil se trouve exactement dans le dos du photographe, selon un axe parfait avec l'objectif qui capture l'image. C'est pour cette raison que le halo lumineux, qui est dû à un phénomène de rétro-réflexion du terrain, apparaît précisément autour de son ombre. Mais comme nous l'avons vu, la plupart des points chauds sur les photos de la NASA apparaissent lorsque la source de lumière est de côté par rapport au photographe et non dans son dos. Question. Étant donné que le Soleil devrait illuminer tout le terrain avec la même intensité, que ce soit le plus proche ou le plus éloigné, pouvez-vous expliquer pourquoi il existe une telle baisse de luminosité sur de nombreuses photos des missions Apollo? Dans ce cas particulier, la baisse de luminosité se produit précisément au centre de l'image, excluant ainsi le phénomène de vignettage. Et avec la source de lumière sur le côté, on exclut aussi l'effet Heiligenschein. Pouvez-vous nous dire à quoi est due l'évidente chute de luminosité que l'on peut remarquer sur le terrain, juste derrière l'astronaute qui prend la photo?